filme là? Ouais. Hello! Cette vidéo s'adresse à tous les fans de mode. Pour ceux qui ont envie de travailler dans ce milieu, l'idée c'est que vous ayez mon retour d'expérience. Même si j'ai pas non plus fait une carrière là-dedans, j'ai quand même un très bon aperçu de ce qu'est le milieu de la mode et du luxe. J'ai envie de vous donner quelques conseils pour éventuellement faire votre place dans ce milieu assez fermé où moi je ne connaissais personne. Pour ceux qui voudraient entreprendre dans la mode, l'idée c'est que vous ayez aussi mon retour d'expérience après 1 an d'entrepreneuriat dans la mode. Donc je vous donnerai mes tips un peu tout au long de la vidéo. Et voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pénélope, je parle de mode durable, d'entrepreneuriat et de style tous les mercredis à 18 h. Alors, moi la mode c'était une passion depuis vraiment toujours, genre aussi loin que je puisse me souvenir, je voulais travailler dans la mode. Ma grand-mère paternelle est artiste et elle m'a appris à coudre quand j'étais petite. Grâce à elle, je faisais des vêtements à mes Barbies, je dessinais des silhouettes, j'avais envie d'être styliste quoi. Ensuite j'ai essayé de me rapprocher de ce milieu en 3e, pendant le fameux stage de 3e, complètement à côté de mes pompes, comme une enfant de 14 ans, je suis allée déposer mon CV à l'accueil du siège de chez Dior. J'y vais, toute pimpante, comme si ils allaient flasher sur moi et me prendre. Et la dame de l'accueil m'a dit « Bah désolée, je prends pas de stagiaire de 3e ». Ça m'a découragée de fou et de toute façon Dior c'était vraiment ma maison numéro 1 et je m'avais découragée pour aller le faire pour d'autres maisons. Et j'avais trop le seum d'ailleurs parce qu'il y avait des gens dans ma classe qui avaient des parents qui travaillaient ou des amis de leurs parents qui travaillaient dans des maisons et qui du coup avaient fait leur stage de 3e genre chez Chanel ou des trucs comme ça. Franchement j'avais trop le seum parce que moi mes parents ils connaissaient personne. Donc moi du coup j'ai fait mon stage dans une agence de graphisme et c'était quand même trop cool. Après au lycée j'ai un peu arrêté la couture parce que je sais pas, j'avais un peu peur de me faire juger je pense, genre de coudre moi-même mes propres vêtements, c'est complètement débile. Il y avait un peu 2 chemins qui s'offraient à moi. J'ai postulé chez S-Mode qui est une école de mode à Paris et mes parents et mes profs, vu que j'étais très scolaire, me conseiller un peu de faire genre des études de commerce pour ensuite pouvoir me spécialiser plus tard dans la mode. J'ai quand même postulé à S-Mode, j'ai fait l'entretien et ça s'était quand même pas mal passé parce que je me souviens que j'avais pu quand même montrer que j'avais une bonne connaissance du secteur, que ça m'intéressait de fou, que j'étais cultivée là-dessus. Il y a juste un truc sur le mood board où je me souviens, il m'a dit genre c'est bien, il y a des bonnes pistes et tout, mais on dirait que t'as juste pris ce qu'il y avait sur Pinterest sans faire ta propre sélection à toi. Et en fait, je le dis grave dans mes vidéos aujourd'hui, enfin genre je dis de fou qu'il faut trouver son propre style, donc c'est marrant. J'ai été prise à S-Mode, sauf que c'était genre au moins 10 000 € l'année je crois, donc 30 000 € la licence ou le bachelor, enfin je sais plus comment ça s'appelait, leur programme un peu de base quoi. Et donc mes parents m'ont dit que bah, si je voulais faire ça, il fallait que je fasse un prêt. Et une partie de moi aussi pensait que pour être créatif, il fallait être un peu torturé. Et genre moi je me sentais pas assez torturée pour avoir des idées tout le temps de nouveaux vêtements, de nouveaux concepts, de trucs et tout. Je sais pas si c'était une croyance limitante, mais en tout cas je sais pas, j'ai parlé chinois. Genre j'ai dit non. J'ai dit non à S-Mode et j'ai dit oui à Dauphine du coup qui est une université à Paris. Donc du coup c'était évidemment beaucoup moins cher qu'S-Mode et surtout ça m'a permis d'avoir un bagage un peu plus théorique. Et au final, j'ai quand même travaillé dans la mode, hein, donc je regrette pas du tout mon choix. Mais je pense que franchement, là, ça dépend de vous et de vos appétences et de vos possibilités financières. À Dauphine, j'ai fait une licence éco-gestion, donc vraiment rien de fashion dans tout ça. Ils sont le trottoir les fashion. Mais franchement, j'ai toujours été très scolaire et donc du coup, ça m'intéressait d'apprendre. Mais je restais quand même très passionnée par la mode à côté. Et j'ai rejoint une association à Dauphine qui s'appelle le Club Luxe. C'était une association pour créer du lien avec les alumni de Dauphine, donc les anciens élèves de Dauphine qui travaillent dans le luxe. Et ça franchement c'était vraiment très cool. Donc ça aussi c'est un conseil que je vous donne. Si vous n'êtes pas dans une école de mode mais que vous vous intéressez à la mode, essayez vraiment de trouver des gens qui ont les mêmes intérêts que vous, ont les mêmes centres d'intérêt que vous et ont envie de créer du lien autour de ça parce que vous allez voir dans la suite de la vidéo, mais le Club Luxe en vrai c'était un peu ma porte d'entrée dans la mode alors que je connaissais personne. Dans mon master, entre la première année et la 2e année du master, il fallait faire une année de césure. C'est-à-dire une année où on n'a pas cours, mais il faut faire 2 fois 6 mois de stage. Et ça, bah, à la sortie du confinement. Va trouver un stage dans la mode à la sortie du confinement. C'était galère, surtout sans aucune expérience. Bah clairement, moi j'avais aucune expérience dans la mode. Donc, galère. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu une offre via le Club Luxe d'une ancienne de Dauphine qui cherchait une stagiaire de 6 mois pour sa start-up dans la mode et l'intelligence artificielle. Moi, j'ai trouvé ça super cool, je postule. En gros, l'idée c'était d'offrir des solutions aux maisons de mode
basé sur l'intelligence artificielle. Et ça, on parle vraiment de 2020, donc avant ChatGPT, avant que l'IA fasse un gigaboom et tout. Franchement, c'était des énormes précurseurs. J'ai été prise, j'étais stagiaire marketing et communication. Donc en gros, je les ai aidés à démarcher les maisons de mode, à essayer de vendre les logiciels que eux avaient développés grâce à l'IA. Et je m'occupais aussi de la communication sur les réseaux sociaux. Ce qui était trop cool, c'était que c'était à Station F, à l'incubateur de LVMH, la maison des startups. Première expérience très enrichissante parce que pour le coup, j'ai vraiment touché à plein de sujets. Même si c'était pas... Franchement, avec le recul, genre moi j'avais l'impression de travailler dans la mode, mais vraiment deux trucs différents. Il y a travailler pour une entreprise qui a un rapport quelconque avec la mode et il y a travailler pour une maison de mode. Et ça, c'est vraiment totalement différent. Enfin, la mode, c'est vraiment un monde complètement à part. Après ce stage, il a fallu que je trouve un second stage pour la deuxième partie de mon année de césure. Et ça, c'est grâce à ma première expérience en start-up et encore une fois grâce au Club Luxe, d'où l'importance de vous faire un réseau de gens de votre école qui sont intéressés par la mode. Parce que j'ai vu passer une offre sur LinkedIn, recherche stagiaire, assistant Collection Merchandising, Balmain. En fait, cette offre, je l'ai vu passer. Pourquoi? Parce que un copain du Club Luxe avait liké le post. Un copain qui avait 1 an de plus que moi. Donc du coup, qui lui était en M2 quand moi j'étais en année de césure. Et la personne qui avait mis l'offre avait 1 an de plus que lui. Et il se connaissait aussi de Dauphine, de la mode, du luxe, de machin. Du coup, je vois passer ça, donc je lui envoie un message et je lui dis: est-ce que tu sais s'ils cherchent encore leur stagiaire? Il m'a dit oui, elle est adorable. Envoie-lui un message sur LinkedIn directement, tu dis que tu viens de ma part et postule quoi. Ni une ni deux, je lui envoie un petit message sur LinkedIn: salut Elisa, est-ce que je peux t'envoyer mon CV, une lettre de motivation, etc. Hyper sympa. Ce qui m'a aidé pour avoir ce stage, il y a plusieurs trucs. Il y a une combinaison vraiment de plusieurs trucs. Et ça, j'en suis totalement consciente. C'est pas par juste mes capacités que je suis arrivée là. Plusieurs trucs. Déjà, avoir une première expérience dans une start-up liée à la mode. Même si je sais que c'est très dur de faire son premier pas dans le monde de la mode, il faut que vous montriez dans vos expériences que quand même la mode ça vous fascine et que vous avez envie de travailler là-dedans. Ce qui a aidé, c'était forcément d'avoir la recommandation de Adrien, notre pote en commun. Et ce qui a aidé aussi, c'est que j'étais disponible sur des dates qui n'étaient pas vraiment les dates conventionnelles des stages en maison. Je m'explique. Normalement, les maisons, elles prennent des stagiaires de janvier à juillet, puis de juillet à fin décembre. Sauf que moi, mon stage chez Eva Jeans, la start-up, je l'avais commencé en août et j'avais fini en février. Et chez Balmain, ils cherchaient leurs stagiaires à partir de mars. Tous les élèves de Dauphine et autres écoles dans ce genre qui cherchaient des stages d'année de césure, ils avaient déjà trouvé leur stage et ils avaient déjà commencé tous en janvier. Donc moi, j'étais un peu la petite retardataire qui était disponible sur ces dates-là. Moi, je postulais à un poste qui s'appelle Collection Merchandising. Et en fait, c'est un poste pas très connu dans la mode. C'est pas du visual merchandising, donc c'est pas l'assortiment physique et visuel des boutiques. C'est le marketing de l'offre. C'est la partie commerciale des produits. C'est un métier qui regarde la collection avant, pendant et après qu'elle soit créée. J'explique. Avant, on va regarder la concu, ce qui se fait, les tendances sur le marché, etc. pour donner des recommandations à la direction artistique, pour leur dire ok, en ce moment, ce qui marche bien, c'est sac cabas, et nous, on n'en a pas dans notre offre. On envoie ça avant la collection au style pour leur dire ok, on a besoin d'un sac cabas, réinventer un peu le sac cabas, Balmain. Ensuite, on s'occupe aussi de la collection pendant qu'elle est en train d'être présentée. Donc tout s'articule un peu autour de la période du showroom. C'est la période où on montre la collection aux acheteurs du monde entier. Les acheteurs, c'est soit les acheteurs de la marque qui vont distribuer les produits partout dans le monde, dans le réseau des boutiques Balmain. Et c'est aussi les acheteurs de wholesale, qui sont par exemple Farfetch, Net-a-Porter, les Galeries Lafayette, etc., qui sont des acteurs autres que la marque, mais qui vont acheter des produits pour les commercialiser. Et voilà, l'enjeu c'est d'essayer de vendre au mieux la collection. Et ensuite, il y a une analyse post-collection en regardant ce qui a bien marché, ce qui n'a pas marché, pour recommencer le process du début et refaire des recommandations au style en fonction de ce qui a marché, pas marché. J'espère que j'ai clarifié un petit peu le métier de collection merchandiser et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Bref, on fait l'entretien en visio, ça se passe hyper bien. J'avais énormément préparé l'entretien. Et ça aussi, je vous recommande vraiment de faire ce travail en amont avant un entretien. Mes meilleurs tips pour préparer un entretien dans la mode. Saignez le site web. Vous saignez la collection dont vous allez parler. Par exemple, moi là, j'ai postulé en accessoires. J'allais pas regarder de fou le prêt-à-porter. Par contre, j'ai regardé les sacs de chez Balmain, j'ai essayé de comprendre les lignes, les déclinaisons de couleurs. Préparez-vous à des questions sur genre l'ADN de la maison,
Genre, la femme Balmain, elle est comment? C'est quoi les adjectifs qui la décrivent? C'est quoi la silhouette Balmain? Et de vraiment comprendre ce qui fait que la marque est comme elle est. C'est quoi les intemporels? C'était quoi les thématiques des dernières collections qui sont sorties? Qu'est-ce qui vous a marqué? Préparez des trucs comme ça. Parce que c'est possible qu'on vous pose des questions en mode genre c'est quoi qui t'a le plus marqué chez nous là dans la collection qui vient de sortir. Voir si vous vous intéressez vraiment à la mode. Et là il faut avoir des trucs pertinents à dire. Regardez aussi un peu la concurrence, regardez ce qui se fait. Même si vous n'aurez pas forcément des questions sur ça, au moins vous serez préparé et au moins vous serez baqué et au moins vous pourrez même sortir des petits éléments que vous avez préparés pour montrer que c'est inné, que ça vient de vous, que vraiment vous êtes super motivé. Après en ce qui concerne les questions perso, essayez de relier chacune des qualités ou des prérequis qui sont demandés sur la fiche de poste avec une expérience que vous avez fait. Par exemple, si on vous dit on cherche quelqu'un de rigoureux, ok, moi je suis rigoureuse, mais pourquoi je suis rigoureuse? Et bah, par exemple, dans mes expériences précédentes, j'ai fait ça et ça demandait beaucoup de rigueur et j'ai bien réussi cette mission ou des trucs comme ça. Pour pouvoir vraiment justifier, parce que sinon, oui, vous aurez beau dire je suis rigoureux, bah c'est bien, mais prouve-le. Donc bref, je m'étais énormément préparée et l'entretien s'est très bien passé. Et j'ai commencé quelques semaines plus tard chez Balmain. C'était ma première expérience dans la vraie mode. Pour rien vous cacher, c'était un rythme de travail très intense. Et surtout, en fait, il y a des énormes pics, surtout dans le métier de collection merchandiser, tout s'articule autour du showroom. Donc quand le showroom approche, il faut vraiment savoir que tu vas enchaîner quoi, tu vas travailler énormément. Nous, on avait carrément travaillé les week-ends. Évidemment, tu rattrapes les journées plus tard, mais genre, faut se préparer. Par contre, franchement, c'est hyper stimulant. Genre là, je vous ai parlé un peu du seul côté négatif, mais quand on aime la mode, franchement, limite, on s'en fout de travailler énormément, surtout si c'est sur des courtes périodes comme ça. T'es vraiment au cœur du réacteur, tu vois tous les backstage, tu vois tous les métiers, tu vois tout ce qui se cache derrière une collection, tu comprends des trucs que t'imaginais même pas. Donc vraiment c'était trop cool, c'était vraiment trop cool. Après en ce qui concerne Balmain, la maison, l'ambiance elle était très cool, c'était très jeune. Genre Olivier Roustin, déjà il est super jeune et je trouve qu'il infuse vraiment cette jeunesse un peu dans l'entreprise. Lui je l'ai croisé, il est très humain et très gentil. Et il se la pète pas du tout. Il y a souvent des gens qui me disent ouais est-ce que la mode alors c'est pestouille, est-ce que genre les gens sont méchants et tout. Et franchement non, enfin si, mais dans la mesure du raisonnable, genre comme dans n'importe quelle autre entreprise. Puis voilà quoi, genre moi j'y étais quand il y a eu plein de nouvelles collabs, c'était trop cool. On a fait une collab avec Barbie, on a fait une collab avec Pokémon, on a fait une collab avec Netflix, une collab avec Rossignol. Et bah tu vois, genre tous les dessous de tout ça, tout le développement produit et tout, c'était vraiment très enrichissant. Et surtout je me suis fait des super copains. Et nous on avait un bureau que de stagiaires de collection merch. C'était un plaisir de venir au travail, c'était un plaisir de travailler avec eux. Un mood genre solaire. Bref, il a bien fallu que ce stage touche à sa fin. C'était donc la fin de mon année de césure si vous avez bien suivi. Et j'entrais en M2 à la rentrée de septembre. Mon M2 spécialisation management du luxe, il était en alternance. Vers la fin de mon stage chez Balmain, j'étais en pleine recherche d'alternance. Et j'avais vraiment bien kiffé ce métier de collection merchandiser. J'ai voulu continuer à faire ça pendant un an d'alternance. J'ai postulé dans des maisons. J'ai eu 2 entretiens, un chez Vuitton et un chez Chloé. Donc j'ai fait les 2 entretiens. Je les avais vraiment bien préparés comme je vous ai expliqué avec mes petits tips d'avant. Et j'ai été prise aux 2. Et en fait, je trouvais que chez Louis Vuitton, il y avait beaucoup de red flags. J'avais fait l'entretien avec ce qui allait être ma N+3, je crois, parce que toute l'équipe était en restructuration, plus personne n'était là, machin, et je me suis dit, oula, genre j'ai pas envie d'arriver dans une équipe où tout le monde est nouveau, genre pourquoi les autres ils sont partis, ça se trouve ils ont fait des burn-out, enfin j'en sais rien. Genre. Alors que chez Chloé, j'avais fait l'entretien avec mes 2 managers, et vraiment c'était des cœurs quoi, genre des amours. Genre il n'y avait pas de... Genre la question ne se posait même pas. J'ai dit oui chez Chloé, sachant que j'avais déjà de l'affect pour Chloé. Ah mais j'ai oublié de raconter ça. En licence, j'avais fait de la vente chez Chloé. Et ça aussi je dirais que c'est un paramètre assez important si vous voulez travailler dans la mode mais que vous n'avez pas d'expérience. Privilégiez d'abord la vente pour commencer parce que ça vous met un pied dedans, même si c'est de la vente, c'est quand même hyper valorisé ensuite quand vous essayez de travailler au siège. Donc j'avais beaucoup d'affect pour la maison Chloé. Donc du coup j'étais vraiment très contente d'y retourner, très contente de m'être super bien entendue avec les filles. Et surtout c'était en prêt-à-porter cette fois parce que chez Balmain j'étais aux Access. Et c'est cool, mais c'est moins ce que je kiffe. Moi j'adore les vêtements. Donc j'ai commencé chez Chloé en septembre 2021. Pareil, au même métier, collection merchandising. Le rythme de l'alternance, il était un peu hardcore. Enfin, j'avais du mal au début, je pense, à vraiment progresser. Mais à partir
de mars, on était à 100% en entreprise et là c'est vraiment là où mon alternance elle a changé. Déjà je m'entendais très bien avec mes managers qui étaient extrêmement bienveillantes, mais là genre on a vraiment construit une relation. On était vraiment une équipe hyper soudée, c'était génial. Les moments de showroom c'était toujours le rush, c'était toujours stressant, c'était toujours n'importe quoi. Tu finis à 23h, tu reviens le lendemain à 9h machin, horrible et tout. Mais quand même trop marrant et trop sympa parce qu'on était ensemble. Et d'ailleurs fun fact, mais c'est une très bonne copine de mon master qui a été prise chez Vuitton au poste que j'avais refusé. Et en fait ça s'est super bien passé pour elle aussi. Donc franchement très bénéf pour tout le monde. Pour ce qui est de l'ambiance chez Chloé, je vous dis ça pour les ambiances de Balmain et Chloé parce que c'est ce que je connais, c'était un instant T, ça a peut-être changé, c'est ma perception des choses, ça vaut pas vérité universelle. Hein. Pour ce qui est de chez Chloé, c'était un climat assez particulier parce qu'en fait je suis arrivée quelques mois après les débuts de la nouvelle directrice artistique Gabriella Hearst, qui elle avait vraiment une volonté de rendre Chloé extrêmement durable. Mais donc du coup climat un peu spécial parce qu'en fait elle était entre Paris pour gérer Chloé et New York pour gérer sa propre marque, donc elle était pas souvent là et elle avait vraiment des avis très tranchés. En fait elle mettait énormément de distance entre elle et les équipes, contrairement à Olivier Roustin qui pour le coup faisait vraiment des réunions tout le temps avec les équipes marketing. Alors que limite Gabriella, genre elle connaissait personne des équipes marketing. En tout cas chez Chloé ce qui était vraiment trop cool c'était qu'il y a vraiment une dimension développement durable qui s'est mise en place à peu près au moment où je suis arrivée et là qui continue je vois à se développer de fou. Et les équipes sont vraiment hyper sensibilisées aux enjeux du développement durable. Il n'y a pas de greenwashing dans les équipes. Je sais pas si c'est Gabriella qui a réussi à faire ça ou si c'est le CEO qui a réussi à faire ça ou si c'est l'équipe Sustainability qui a réussi à vraiment cadrer le fait qu'il y ait du développement durable dans la mode, mais en tout cas c'était vraiment bien fait et les gens jouaient vraiment le jeu et les gens étaient vraiment rigoureux, donc vraiment cool. Je vais pas forcément m'étaler dans tous les détails, mais globalement chez Chloé j'ai vraiment aimé beaucoup cette expérience. Et s'il y avait eu un CDI qui s'était ouvert à mon poste, je sais pas si j'aurais créé Rechute, mais là vu que j'avais l'idée d'entreprendre, j'étais très triste quand je suis partie, mais c'était sûr et certain pour moi que j'allais pas rester dans la mode et que j'allais entreprendre pour une mode plus durable. Parce que mes deux parents sont entrepreneurs, donc du coup j'ai eu cette vision en grandissant. Et pour moi c'était pas vraiment une option d'être salariée. Et donc à la sortie de mes études, j'ai pris un peu le temps de réfléchir à ce que je voulais faire de ma vie. Je savais que j'avais pas envie de créer une marque où c'était moi qui allais coudre. Parce que j'aime coudre, mais pas en faisant mon métier. J'avais pas non plus envie d'avoir du stock et j'avais pas non plus envie d'être bloquée à un endroit parce que mon copain habite à Toulouse et moi j'habite à Paris. Je savais que je voulais cette liberté un peu de pouvoir être où je veux quand je veux. Et j'avais plutôt envie de genre créer un truc un peu fédérateur de ce qui existe déjà sur le marché, etc. En rassemblant un peu toutes mes envies, pas envies, je me suis dit, ok, cool, je sais ce que je vais faire. Je vais créer une boutique en ligne qui rassemble toutes les marques d'upcycling. Pourquoi d'upcycling? Parce que c'est une façon de produire hyper durable. Tu produis rien de neuf, tu utilises que ce qui existe déjà. Les gens qui en font, je les admire de fou et ils font un bête travail. Donc pourquoi pas les rassembler sur une seule et même plateforme pour leur donner de la visibilité et pour faire connaître cette super pratique au public. J'ai créé Rechute, j'ai commencé par créer le compte Instagram pour créer un peu cette communauté. J'avais du temps parce que j'avais 1 an de chômage, vu que j'avais travaillé 1 an en alternance, j'avais 1 an de chômage, donc je me suis formée à un outil qui s'appelle Bubble et qui permet de construire des sites web en no-code. J'ai pu faire la plateforme de mes rêves, le site e-commerce de mes rêves, et là maintenant, si je veux ajouter le temps de construire le site et tout, j'ai lancé le site en mai, et depuis mai, j'ai vraiment pas eu beaucoup de ventes. Genre soyons totalement honnêtes. Parce que forcément quand on parle d'upcycling, c'est tellement niche que ça prend énormément de temps de s'imposer comme une référence, comme une nouvelle façon de consommer. Donc du coup j'étais un peu déçue toute l'année dernière du fait que les ventes ça décollait pas du tout sur le site web. J'ai organisé un pop-up quand même, ça a quand même super bien marché. Le pop-up c'est vraiment une leçon que je retiens pour cette année, on va en faire plus cette année, mais en tout cas le physique dans la mode ça marche de fou. Il faut aussi apprendre des leçons de ce qu'on fait. Au bout de quelques mois, je me suis dit ok, l'upcycling c'est excellent, mais par contre ça fait face à quand même de nombreuses limites. Donc j'ai décidé d'ouvrir Rechute et de faire en sorte que ce soit une marketplace de mode durable, pas que d'upcycling. En tout cas, ma valeur ajoutée, c'est d'essayer de faire une sorte de sélection, que vous ayez pas à vous prendre la tête en vous disant est-ce que cette marque elle est éthique ou pas. Donc ça c'est moi qui m'en occupe, et une sélection aussi en termes de style, d'avoir un style qui est quand même assez marqué, parce que ce que je reproche à la mode durable c'est d'être un peu boring.
Genre je trouve que la mode durable c'est souvent des basiques. Quand on est un peu une meuf qui aime bien la mode, bah on n'a pas envie de s'acheter un t-shirt blanc. Donc là l'idée c'est de vraiment proposer un style un petit peu plus marqué. Bref, tout ça c'est des questions qui sont très intéressantes mais ça peut peut-être faire l'objet d'autres vidéos. Donc voilà, si je résume un peu les conseils que je vous ai donnés, essayez de vous créer une base de gens qui ont les mêmes intérêts que vous et comme ça vous pourrez débloquer plein d'opportunités grâce à eux. Soyez prêts à vous manger énormément de refus avant de mettre un pas dans ce milieu. Je dirais que j'ai raconté le truc en mode genre c'est hyper facile et tout, mais quand j'ai postulé à la sortie du confinement à des stages dans la mode, je me suis mangé que des refus. Sachez que ce n'est pas un monde de peste, que forcément il y en a, mais comme dans tous les milieux, dans tous les jobs. Et essayez d'avoir un bon feeling avec vos futurs managers, franchement c'est l'essentiel parce que c'est eux qui vous protégeront entre guillemets du monde de l'entreprise. Essayez de toujours vous rendre indispensable à l'entreprise, que ce soit votre premier stage ou un CDI. Genre rendez-vous vraiment essentiel, fournissez toujours un peu plus de travail que ce qui vous est demandé. Et aussi soyez gentil avec tout le monde parce que franchement le monde de la mode c'est hyper petit. Comme je disais c'est fermé et tout le monde se connaît, tout le monde a bossé dans telle boîte avec telle personne, puis change de poste, puis truc, donc tout le monde se connaît. Enfin vraiment genre si vous faites un truc un peu chelou, genre ça se sait très vite. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était du contenu à haute valeur ajoutée pour vous. S'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou à m'envoyer un petit message sur Instagram. Je prendrai le temps d'y répondre. On se retrouve mercredi prochain à 18 h. Abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rien louper.